Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui transforment et qui accompagnent la transformation du monde du travail. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Xavier Demazeno. Bonjour Xavier. Bonjour Julie. Tu es fondateur de The Village, un média qui est fait pour repenser les nouveaux modes de travail, pour accompagner ces transformations du monde du travail. Et tu as donc une newsletter hebdo. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Bienvenue déjà sur le plateau. Merci. Et puis que tu nous racontes un petit peu ce qu'est The Village, depuis quand tu as fondé ça, pourquoi et ce que ça représente aujourd'hui. Alors The Village a commencé quand on a quitté Paris en famille pour nous installer à la campagne en Normandie, dans l'Orne. Et je me suis intéressé tout de suite à l'aménagement rural et au télétravail, c'est-à-dire aux manières de travailler à distance et dont on pouvait faire un pont entre les ruraux qui travaillaient à l'époque, il y a 15 ans, difficilement à distance, et les clients ou les prestataires qui étaient en ville. Et petit à petit, j'ai commencé par un petit blog, ça a pris de l'importance, c'est devenu un site, et aujourd'hui, on lui a ajouté une newsletter hebdomadaire, comme tu le disais, où on traite toujours de ces sujets d'origine qui sont le travail à distance, l'aménagement rural, mais aussi tous les autres phénomènes de transformation du travail, de ce qu'on appelle le future of work. Donc ça fait 15 ans que tu es sur ces sujets, que tu t'y intéresses, donc du coup très avant-garde. Ouais. Beaucoup de personnes ont fui les villes pendant le Covid. Donc du coup tu as du contenu qui va être précieux pour ces personnes-là qui sont installées en région et qui se retrouvent aujourd'hui à travailler avec des entreprises souvent parisiennes ou plutôt situées dans les villes. Donc ça c'est super intéressant. Et donc toi, tu connais ça. En plus, tu côtoies des acteurs de ce changement depuis des années et accéléré ces 2 dernières années. Est-ce que tu peux nous donner ces grandes tendances, peut-être les constats, les enseignements que tu as tirés sur le travail à distance et d'autres tendances du marché du travail que tu vois là s'accélérer? Il faut toujours se méfier quand on fait des prédictions, mais il y a quand même des phénomènes de fond importants qui, à mon avis, ne changeront pas. D'abord, l'autonomisation des salariés. On l'a vu, il y a eu une espèce de prise de conscience pendant la pandémie, en particulier pendant les confinements, où tu as beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur leur travail, leur vie, leurs priorités, la manière d'organiser sa vie privée, sa vie professionnelle, qui faisaient des boulots pas forcément très intéressants, qui se sont dit mais pourquoi je continue, d'autres qui avaient toujours eu envie d'aller s'installer à la campagne ou de changer de métier, qui ont mis leur projet en œuvre. La pandémie a agi un peu comme un déclencheur. Et puis tu as des gens qui ont pris goût, et quand ils sont revenus dans l'entreprise après la pandémie, on dit non, moi je continue plus comme ça. Et ça a participé d'ailleurs à ce phénomène du big quit, de la grande démission, où tu as des gens qui ont voulu changer de vie, qui trouvaient que leur boulot était idiot, n'avait pas de sens. Et puis tu as beaucoup de gens aussi qui ont essayé d'améliorer leur situation en disant je vais démissionner, essayer de trouver un boulot mieux payé, peut-être plus intéressant, qui est quand même le gros des troupes de cette... Plus d'équilibre en fonction des objectifs. Ou plus d'équilibre, oui, c'est ça. Donc ça a été assez brutal. Une phase d'éveil et de questionnement sur pourquoi on travaille, comme si on était quelque part dans une espèce de tunnel avant ça, sans qu'on questionnait pas finalement les modèles existants, et d'un coup... On faisait comme avant, on continuait. Et d'un coup finalement, c'est l'éveil, parfois douloureux. Et en fait, quand tu y réfléchis, c'est un mode d'organisation qui date du 19e siècle, où on était obligé d'aller vers le lieu de travail. Et en fait, depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, on a les infrastructures, les outils, même s'ils sont pas aussi performants qu'aujourd'hui, pour travailler de cette manière, à distance, sans aucun problème. Sauf que les entreprises étaient quand même assez réticentes dans la majorité des cas. Les administrations aussi étaient un petit peu en retard sur ces modes d'organisation. Et quand on cherche un peu... Et le management n'était pas adapté. Non, et le management n'était pas adapté. Quand on creuse un peu, effectivement, le problème, c'est plutôt un problème culturel, une manière d'envisager la confiance qu'on a dans ses collaborateurs. Si tu leur fais pas confiance, tu vas pas les laisser travailler à distance. Non. Et en fait, en réfléchissant, on s'est aperçu qu'on pouvait très bien manager les gens à distance, à condition de leur fixer des objectifs, et de les responsabiliser. Et c'est d'ailleurs un des déclencheurs aussi de ces grandes démissions.
c'est qu'on fait des promesses à ses salariés et on tient pas ces promesses. Plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de participation aux décisions. Et au bout d'un moment, quand on tient pas ses promesses, les gens s'en vont. Ils sont déçus, ils partent. Ils sont déçus, ils partent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils trouvent mieux ailleurs? Alors, pour l'instant, oui, parce que le marché du travail est favorable. Oui. Est favorable aux salariés. Donc, ils démissionnent, ils retrouvent du boulot apparemment assez facilement et même mieux payé. Et tu disais aussi, du coup, il y a aussi cette notion de responsabiliser, de rendre autonome sur sa fonction, sur son métier, dans sa manière de travailler, dans ses outils. Finalement, on peut être chez soi, on est en autonomie, on gère son agenda, voilà. Et ça a poussé finalement un certain nombre, alors pas tous, et le freelancing n'est pas fait pour tous, mais un certain nombre de personnes à aussi se lancer en indépendant. Donc ça change complètement le rapport qu'ont les talents avec l'entreprise. Donc ça, tu l'as constaté. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment réagissent les entreprises face à ça? Comment elles s'adaptent? Alors, on avait deux mondes. On avait le monde du salariat qui était dominant et puis le monde des indépendants, dans lequel la grosse majorité des indépendants étaient des agriculteurs et des artisans et commerçants. Depuis 20 ans, c'est une population qui a diminué en nombre et on a vu surgir une nouvelle population qu'on a baptisée les freelances, qui étaient des indépendants plutôt dans les métiers créatifs, marketing, communication, développement, etc. Ce qui finit par représenter plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes qui commencent à être visibles. Or, l'organisation du travail n'était pas faite pour eux. Et de plus en plus, puisqu'on a une tendance à aller vers plus de flexibilité du côté des entreprises aussi, elles ont commencé à s'intéresser à ces compétences-là. Elles ont trouvé des talents qui n'étaient plus sous le statut de salarié, qui étaient extérieurs à l'entreprise, mais qu'elles commencent à intégrer dans des relations contractuelles avec l'aide de plateformes, avec ce que tu veux, ou pas d'ailleurs. Et d'abord, ça apporte du boulot aux freelances. Et puis, il y a un nouveau type de relation qui s'est créé, plus égalitaire, où on respecte plus le freelance, qui est plus, pas toujours, mais souvent un partenaire, plus juste un prestataire. C'est pas du boulot mal payé qu'on confie à un freelance parce qu'on veut pas... Oui, on voit que ça devient des postes à responsabilité. Nous, on le voit bien chez freelance.com. Les missions confiées sont de vraies missions pour l'entreprise. C'est plutôt des missions à responsabilité. C'est du travail important, etc. Ça s'inscrit parfois même dans du très long terme. La relation peut durer quelques années parfois entre le freelance et l'entreprise. Tu ajoutes à ça qu'il y a de plus en plus de métiers où l'évolution est extrêmement rapide. Le développement informatique, par exemple, où c'est très difficile d'innover en interne. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir affaire à des freelances qui, eux, sont en permanence obligés de se renouveler, sont beaucoup plus souples, ramènent des idées, des nouvelles compétences, etc. Donc, c'est devenu une richesse pour les entreprises. Et non plus, on cantonne plus les freelances à des métiers bas de gamme. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça change dans la relation aux talents? Puisque finalement, et à quoi les talents rêvent de quoi finalement? Qu'ils soient freelance ou salariés aujourd'hui, donc d'être plus responsables, plus autonomes. C'est ça. Un travail plus collaboratif. Et qu'est-ce qui fait vibrer les nouvelles générations et les plus anciennes d'ailleurs? L'autonomie, ça c'est sûr, c'est-à-dire pouvoir s'organiser comme on veut, mener ses projets comme on veut, se garder plus de temps pour soi. Tu n'es plus victime d'horaires imposés par un règlement d'entreprise. C'est toi qui décides, quitte à travailler plus que quand on était salarié d'ailleurs, ce qui est souvent le cas. Mais on le fait parce qu'on a plus de passion. On parle d'économie de la passion, souvent dans ces métiers-là. On se donne beaucoup plus si on travaille pour soi. On a une relation avec son travail qui est tout à fait différente. Et ça, à mon avis, c'est la première motivation. L'autonomie, souvent on est compétent dans son métier quand on est freelance, mais on n'est pas forcément compétent pour tous les autres aspects du boulot, la gestion, tous les aspects administratifs, le commercial. Il y a beaucoup de freelances qui s'en plaignent, qui savent pas comment faire. Alors de plus en plus, on voit des formations, des coachs qui les prennent en charge. C'est très bien parce qu'il y a un manque. Et dernier point,
tu en parlais tout à l'heure, tout le monde n'a pas envie ou n'est pas capable d'être entrepreneur, auto-entrepreneur. Un freelance, c'est un entrepreneur. Non, mais alors ma question se portait, donc tu as répondu du coup en partie, mais se portait aussi sur les salariés. Je pense que cette prise de conscience, elle concerne autant ceux qui décident de se lancer en indépendant que les salariés qui ont envie de travailler différemment. Et du coup, toi, côté salariat, qu'est-ce que tu constates comme changement des talents eux-mêmes? C'est-à-dire, comment ils ont envie de travailler? Tu parlais de grandes démissions. Qu'est-ce qu'ils recherchent maintenant au-delà du salaire dans une entreprise? Il faut pas idéaliser trop les choses. La première motivation du travail, c'est le salaire. D'accord. Donc pour toi, ça reste le point motivant. Statistiquement, quand tu regardes les enquêtes sur le sujet, les salariés répondent c'est le salaire. D'accord. Ça veut pas dire qu'ils se fichent du reste. Le reste est monté un peu dans les exigences, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, l'autonomie dans son travail, un peu de liberté d'organisation, le télétravail qui est remonté très fort depuis la pandémie, et puis peut-être la liberté d'habiter où on veut. Qu'on ne soit plus enchaîné géographiquement à son travail, mais pouvoir vivre à 200-300 km. Donc une entreprise qui soit capable de s'adapter aux collaborateurs finalement, et pas l'inverse, de faire un peu du sur-mesure en fonction des... Et avant, tu avais un modèle unique et tu étais obligé de te conformer à ce modèle unique. Maintenant, il y a des entreprises, y compris dans des métiers qui n'étaient pas connus pour leur innovation, comme la banque ou l'assurance, qui ont fait des énormes sauts qualitatifs, culturels. Notamment techniques, parce qu'ils étaient bloqués pendant très longtemps par la sécurité, le côté technique. C'est ça. Ça a été un problème, on l'a vu pendant le confinement. Les gens faisaient des zooms, partageaient des documents n'importe comment. Parce que personne ne savait faire et puis parce que c'était la crise et on a fait comme on a pu. Après, on a commencé à organiser, à structurer et à travailler un peu plus sérieusement. Bon, donc plein de changements, on n'a pas encore toutes les réponses, mais tu as l'impression que ça s'accélère quand même. Oui. Ah oui, ça s'accélère. Ça s'accélère pour une raison, c'est que le feu couvait pendant des années. Et comme tu le disais, les gens continuent à faire. De l'iceberg voilà. Puis tout d'un coup, on s'est dit mais c'est possible. On nous a dit le télétravail est pas possible. Puis pendant le confinement, on nous a obligés à travailler à distance pendant 2 mois. Donc les gens se sont dit mais si, on peut le faire. 2 ans même. Oui. Le premier gros confinement, c'est 2 mois et après mais après c'était plus un problème. Ok. Donc finalement tout ça c'est positif. Donc il y a une vraie révolution côté talent et côté entreprise c'est un peu plus casse-tête. Il y a même des business models, on en parlait la dernière fois, qui se cassent la gueule littéralement, puisque des entreprises avaient bâti un peu leur fonctionnement sur l'esclavagisme des jeunes par exemple sortis d'école, des horaires de travail à rallonge, etc. Voilà, tout ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Même les jeunes ont compris que la valeur travail était importante, mais qu'elle devait s'équilibrer dans d'autres valeurs, la famille, tous les à côté, les passions, etc. Tu penses que ça va changer quoi pour les entreprises? Tu penses qu'elles réagissent comment? Elles réagissent assez vite? Il y aura de la casse? Tu vois les choses comment? Alors, une entreprise, c'est un organisme pragmatique. Il s'adapte en permanence. Un entrepreneur, il s'adapte parce que sinon il disparaît. Donc ils sont habitués à... Après, en fonction de la taille, c'est parfois... Voilà. Alors, après, on commence à avoir des monstres qui sont moins maniables, moins réactifs, moins flexibles. Il y en a plein dans l'histoire des entreprises, qui sont des très belles entreprises qui se sont cassées la gueule parce qu'elles ne sont pas adaptées assez vite. Les fameux dinosaures. Là, ce qu'on voit, c'est quand même une évolution très très rapide. Parfois à reculons sur le travail hybride, le télétravail. Beaucoup d'entreprises qui étaient hostiles, qui ont été obligées de s'y mettre, qui ont signé des accords d'entreprise avec les partenaires sociaux, où on prévoit 3-4 jours de télétravail. C'était inconcevable il y a 3 ans. Donc ça évolue forcément. J'ai vu la NDRH, l'association des DRH, qui récemment a monté un débat sur pour ou contre le télétravail à 100%, full remote, alors que pendant juste après le premier confinement, ils étaient extrêmement hostiles, ils stigmatisaient le télétravail à 100%. Donc les mentalités ont évolué, quelquefois ça prend du temps, mais moi je suis plutôt optimiste parce que les entreprises sont habituées à changer. Tout à fait.
Et après, simplement, c'est un changement, on le sait, qui est pas simple. D'abord parce que ça touche à l'organisation profonde des entreprises, mais aussi peut-être aux valeurs. Tu en penses quoi finalement? On revoit même les valeurs de l'entreprise. C'est un rééquilibrage pour les talents, mais pour l'entreprise, inscrire des nouveaux modes de travail comme ça et laisser une place différente aux collaborateurs, c'est peut-être aussi réadapter sa mission, ses valeurs profondes. Alors, c'est à la décharge des entreprises. Le changement s'est passé en un temps très très court. C'est très difficile. On change pas une culture, une raison d'être comme ça en 5 minutes. Ça prend du temps. Une fois qu'on a pris conscience, faut le mettre en œuvre. Et ça prend aussi du temps. Donc c'est à la décharge des entreprises, c'est extrêmement complexe. Deuxièmement, il n'y a pas de modèle unique. Chacun fait comme il peut, avec son passif, sa culture, son secteur d'activité. Ses produits, quand on est dans la production, c'est encore autre chose. Voilà. Services, etc. Ouais. Il y a des statistiques de la DARES, l'Institut statistique du ministère du Travail, qui a fait une enquête qu'ils ont publiée cette semaine sur le télétravail dans les TPE. TPE, c'est un peu comme les freelances, c'est toute petite structure. Le télétravail est très très faible. Ouais. 18%, c'est à peu près deux fois moins que dans le reste de la population active. Sauf dans les métiers de la communication et de l'information, où là, ça atteint 80%. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que la culture et l'organisation et le métier sont très très pesants, ont beaucoup d'importance dans la transformation. Donc chacun fait comme il peut. Il y en a qui vont très très vite, qui sont innovants. Et il y en a d'autres qui sont comme des escargots. Mais voilà, on n'a pas de leçon à donner. Chacun fait comme il peut. Ah, c'est sûr. C'est pas une période facile, ni pour les entreprises, ni pour les collaborateurs. Ouais, mais moi, remise en question. Moi, je suis assez confiant parce que prenons le cas de l'administration dans les fonctions publiques. Télétravail était pas très bien vu parce qu'on a quand même un fonctionnement très hiérarchisé, un type de management très vertical. C'est un secteur où il y avait beaucoup de pointeuses encore parce qu'on mesurait la qualité du travail au temps passé au travail, ce qui nous paraît un non-sens aujourd'hui. Mais voilà, ça fonctionnait comme ça. Eh bien, les administrations sont passées au télétravail aussi, se numérisent, font des progrès, comme toutes les organisations. Ouais, et ont mis ces sujets au cœur de leurs préoccupations, avec pas mal d'accompagnement. Oui. Tout à fait. Non, mais nul doute que ça va aller dans le bon sens, même si la problématique est assez complexe. On voit que voilà, c'est des transformations qui sont en cours et on n'est qu'au début. Ce qu'on peut dire, c'est que, à l'inverse, c'est ceux qui n'ont pas pris en compte ces changements, cette révolution numérique, dans le déni, qui sont encore dans le déni, ont du souci à se faire. Oui, c'est sûr. Oui, parce que ça a déjà bien commencé, donc effectivement. C'est ça. Merci Xavier. Une petite dernière question peut-être pour la fin de cette interview et surtout pour les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous lire, puisqu'on fait aussi des articles, des interviews, ou qui regardent cette interview. Où est-ce qu'on peut retrouver les news de The Village? Comment est-ce qu'on peut s'abonner à ta newsletter? Sur thevillage.net, The Village avec un Z, ou pour la newsletter, c'est news.thevillage.net. Et donc on a une newsletter hebdomadaire. Et on se tient au rythme depuis 2 ans et demi. Super, donc plein de ressources à aller chercher sur le site et dans les newsletters. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ton temps. Julie. Et pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews Changemakers sur toutes les plateformes de podcast, sur le site freelance.com ainsi que sur YouTube. Merci. Merci.